Donc là, vous voyez justement la terminologie téléthèse, donc c'est l'outil que je viens de vous montrer. Et l'approche LIME, c'est la technique que j'ai utilisée pour mettre en place la téléthèse avec cet outil-là. Donc notre défi au quotidien, quand on est enseignant spécialisé, c'est d'amener l'enfant à comprendre son environnement social, son environnement physique, de lui faciliter la communication autant réceptive qu'expressive. J'ai actuellement des élèves qui ont un langage oral très bien développé, mais quand il s'agit de comprendre notre propre langage oral, on se rend compte du fossé qu'il existe entre l'habilité à communiquer de façon, sur le plan expressif et sur le plan réceptif. Et pour réussir à le faire de façon harmonieusement, à nous de trouver des outils. Donc je trouve souvent une fonction de détective en tant qu'intervenant pédagogique, à les observer, à essayer de savoir quel outil serait le plus adapté à proposer pour pouvoir les aider à échanger avec leur environnement et à communiquer avec les autres. Et aussi avec l'environnement physique de la façon la plus harmonieuse possible, socialement la plus acceptable possible. On est dans une culture et dans une société où le langage oral a beaucoup d'importance et donner la parole à un enfant qui ne l'a pas, ça lui donne vraiment une ouverture intéressante pour pouvoir communiquer de façon socialement adéquate. Donc là, on voit l'outil que je vous ai montré physiquement ici, que je vous inviterai par la suite si vous en avez le temps de venir essayer. Il a la particularité d'avoir un encodage qui permet d'avoir un accès rapide au mot, au vocabulaire. Vous avez peut-être des expériences de téléthèse. La dernière remarque qu'on m'a faite sur une téléthèse, oui, c'est un tableau où on appuie sur des touches, et puis c'est long, c'est fastidieux, c'est pas facile à trouver les mots. Et l'encodage MinSpeak, qui est la particularité de cet appareil, permet justement un accès rapide aux mots et assez facile. Du moment que le rapide, c'est plus facile à prendre, c'est une, deux ou trois frappes, trois touches qui sont touchées pour accéder aux mots. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon élève? C'est qu'après 3 mois d'intervention, il a utilisé son appareil pour communiquer de façon spontanée, pour faire des commentaires. Quand on était en classe, dans des moments collectifs, avant l'appareil, il était souvent déconnecté. Il était assis avec nous, mais il n'était pas avec nous. Et avec son appareil, il était présent, il échangeait avec les autres enfants, il faisait des commentaires. Il intervenait, les autres étaient étonnés de l'entendre parler, ils se disaient « Ah oui, lui aussi il peut parler ». Donc ça lui a donné une place différente dans le groupe, ça l'a valorisé, ça lui a donné un intérêt à communiquer en utilisant le langage oral. Donc il communique spontanément, il fait des commentaires, il participe aux activités collectives de la classe. C'était les objectifs généraux que j'avais posés en commençant le travail avec cette thèse. Et après 5 ans, c'est-à-dire maintenant, est-ce que je vais y arriver? Normalement, je suis content, je congèle cet après-midi. je vais faire quoi cet après-midi? Je vais jouer iPad avec Ibo, comme d'habitude. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout. C'est intéressant ce qu'il faut regarder. Ben oui. Il a même le bain oui de l'accent fribourgeois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux avoir son appareil avec moi ici. Vous comprenez bien que son appareil ne lui est plus utile. Et ça peut rassurer toutes les personnes qui pourraient se dire oui, mais quand on donne un outil alternatif de communication, est-ce qu'on ne bloque pas le développement du langage oral là où il serait encore possible de le développer? Eh bien non, pas forcément. Tous les élèves n'arrivent pas à ce résultat-là. Mais moi, c'est cette expérience-là, c'est ce vécu qui m'a donné confiance dans l'approche que j'avais utilisée, dans l'outil d'une part, dans l'approche que j'avais utilisée,
et qui m'a donné envie d'en parler autour de moi, tout simplement. Donc il y a plusieurs formations qui ont été organisées par la suite, sur mandat de la FST, donc maintenant c'est plus Fédération Suisse de Téléthèse, mais Active Communication. Ça fait partie de la Ligue Suisse des Paraplégiques. C'est une entreprise de la Ligue Suisse des Paraplégiques. Et c'était eux qui m'avaient mandaté, qui m'avaient entre guillemets sponsorisé pour aller faire la formation. Donc ils m'avaient demandé en contrepartie si j'étais d'accord d'animer des formations pour eux. Et sur le mandat aussi de l'école, c'est-à-dire en école roman à Fribourg, beaucoup de collègues ont été sensibilisés à l'approche et l'utilisent à l'heure actuelle avec leurs élèves. Qu'est-ce que c'est exactement que cette approche LAMP? Si on veut développer le langage oral, c'est pas simplement acquérir un stock lexical, apprendre à dire des mots, c'est bien plus que ça. C'est acquérir un outil de communication qui chez nous, socialement et culturellement, est privilégié. C'est pouvoir échanger avec son environnement, entrer en relation avec l'autre. Et justement, l'approche LAMP, elle dicte une série de principes dans la mise en place de l'appareil qui vont soutenir ce processus d'interaction. Donc on ne va pas dire à l'enfant regarde, appuie sur cette touche, ça va dire ça. On va utiliser l'appareil dans une dynamique de relation pour qu'il l'utilise, qu'il comprenne le sens à communiquer, qu'il donne du sens à la communication en utilisant son appareil. Le langage se construit en lien avec l'environnement naturel de l'enfant, donc on parle des situations de vie naturelle de l'enfant, d'où c'est plus facile de l'utiliser. Ça a été plus facile pour moi en tant qu'intervenante pédagogique, qui suit avec l'enfant de 8h30 à 4h, que pour une thérapeute qui a l'enfant seulement pendant 1 heure, voire 2 par semaine dans son bureau, ou même si elle vient en classe, c'est 1 heure ou 2 par semaine. Pour moi, c'était vraiment un privilégié. J'avais une place privilégiée pour pouvoir mettre en place cette dynamique de relation et de communication. Donc tout se passe, on est quand même dans un travail qui est fondamentalement humain et relationnel. C'est la relation que je crée avec l'enfant, la confiance qu'il a en moi, qui va l'amener à avoir envie de communiquer, d'abord avec moi, ensuite avec les autres, et en utilisant cet outil-là. Toute l'acquisition du langage oral, elle s'est faite, elle s'est articulée autour de la relation aux autres. Donc on n'apprend pas où se trouve le « je suis content » ou « je veux un biscuit s'il te plaît », mais on apprend à échanger avec l'autre, à échanger avec son environnement, que ce soit les adultes, les autres enfants, ou à poser des questions. D'ailleurs c'était très intéressant parce que le jeune homme que vous avez vu tout à l'heure sur le film, ses premières questions, quand il les a posées, je me suis dit bien maintenant, je suis persuadée qu'il est vraiment dans le spectre de l'autisme. Parce qu'il voulait savoir qui fait quoi, quand et où. C'est-à-dire toutes les clarifications qu'on donne au quotidien dans nos environnements structurés, avec nos pictogrammes, avec nos programmes, avec nos schémas de travail. Et bien quand il a pu parler, c'était ce qu'il demandait. En plus des supports visuels qu'il avait, il pouvait mettre des mots. Puis faire un lien entre les deux choses et entrer avec nous en relation avec la voix en plus, avec le canal auditif en plus. On a coutume avec les enfants autistes, avec les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, d'utiliser les supports visuels parce qu'on sait qu'ils privilégient ce support-là dans les échanges et dans la communication. Et des fois, soit on parle trop, mais pas de façon ciblée, soit on utilise moins le langage oral. Et là, eh bien, avec cet outil-là, on a la possibilité de faire un mix des deux, de quand même donner une importance et un accès à ce canal oral, à cette communication orale, qui socialement, comme je le répète souvent, est importante chez nous, culturellement en tout cas, socialement, avec le langage oral, on va un bon bout. Donc l'approche LAMP, elle entre dans cette dynamique-là, et elle fait un parallèle, elle se calque sur les processus de communication, d'apprentissage du langage oral naturel. Un enfant qui apprend à parler, il va émettre, ou nous quand on parle par la suite, on émet un schéma de motricité orale, avec une position de la langue, des lèvres, qui va nous permettre de dire un mot. Et il y a un son qui est émis, et il y a une réponse de l'environnement au son qui est émis. Donc l'enfant va apprendre les mots en les prononçant en tant que parent, en tant
d'accompagnant, on va corriger, on va répéter, on va dire ah t'as voulu dire ça, non ça se dit autrement. Et c'est comme ça qu'il apprend à parler, à dire les mots d'une part sur le plan motricité orale et à en comprendre le sens parce qu'on réagit à ce qu'il nous demande, à ce qu'il nous dit. On apporte une réponse sociale, on donne du sens aux mots avec notre réponse sociale. Avec la téléthèse, c'est exactement la même situation qui se présente, à part que la motricité n'est pas orale, c'est une motricité fine. C'est un geste moteur sur un clavier qui va émettre un son, un mot est prononcé, et il y a la réponse de l'entourage qui va donner du sens à ce mot et qui va permettre à l'enfant de le comprendre et de l'utiliser par la suite. D'abord dans la même situation, puis de façon plus large dans d'autres situations. Et d'ailleurs, très vite, ils testent l'utilisation du mot quand ils ont appris le chemin dans d'autres situations pour voir si c'est la même chose. Comme ils testent quand ils changent d'intervenant, si les règles sont les mêmes. Quand ils utilisent les mots, au départ, c'est exactement la même chose. Si on prend les 5 composantes clés de cet apprentissage, l'âme, ça veut dire l'acquisition du langage à travers des schémas moteurs, des apprentissages moteurs, les connexions du langage, ce qui va faire que le langage est utilisé et qu'il ait du sens. Elles se fondent sur 5 composantes. La disposition à l'apprentissage, l'attention conjointe, un schéma moteur unique, le signal auditif et les conséquences naturelles. L'état optimal pour entrer dans un processus d'apprentissage, dont on rencontre dans toutes les situations d'apprentissage qu'on côtoie dans nos classes ou à d'autres moments pour d'autres intervenants, c'est avec les enfants TSA tout particulièrement un environnement sensoriel adapté. On a de plus en plus mis en évidence l'importance des particularités sensorielles dans les réactions, les interactions des enfants avec troubles TSA. C'est des tâches intrinsèquement motivantes, c'est-à-dire qu'il aura plus envie de réaliser une tâche si elle est motivante, de par elle-même. Certes, toutes les tâches ne peuvent pas être motivantes, donc on a souvent quand même tendance à utiliser une motivation extrinsèque, c'est-à-dire la récompense au bout de la tâche pour lui donner envie de le faire. Mais là, dans les premiers pas de l'apprentissage de la communication pour donner envie de communiquer, c'est partir sur des tâches intrinsèquement motivantes. Donc on cherche quels sont les intérêts de l'enfant, on entre dans les activités qu'il aime, qu'il apprécie, pour lui donner envie d'utiliser l'outil de communication et de communiquer dans ce contexte-là. Et puis des tâches adaptées au niveau de l'apprenant. Si on veut qu'il entre dans le processus d'apprentissage, il faut que ce soit ni trop difficile ni trop simple. Donc tout ça, ça veut dire de la part d'un intervenant la nécessité de bien connaître l'enfant, d'avoir un profil pédagogique, d'avoir un profil l'enquête, par exemple, nous donne un bon exemple du profil de l'enfant dans les différentes, là où il est en réussite, là où il est en émergence, là où il est en échec, pour nous permettre de bien cibler la zone proximale de développement et de partir sur cette base-là pour proposer des activités adaptées, connaître ses particularités sensorielles, aussi quand on est dans le trouble du spectre de l'autisme, connaître pour chacune des modalités sensorielles quelles sont ces hyper-hyposensibilités, à quel moment, dans quel environnement, pour pouvoir le faire entrer en communication dans un environnement qui lui convient, et de connaître ses motivations. Je pense que les 3 choses qu'on doit avoir au départ, avant de commencer à mettre en place une téléthèse, c'est connaître les motivations de l'enfant, connaître ses particularités sensorielles et connaître son profil cognitif, pédago-éducatif, pour moi, est une bonne base pour commencer à travailler. Quand on parle de connexion langagère, pour donner du sens, pour utiliser le langage oral, donner du sens à la communication, il faut de l'attention conjointe. Et là, c'est la grande question. L'attention conjointe, est-ce que si l'enfant n'a pas l'attention conjointe, on ne va pas commencer à communiquer avec lui? Non. Non. Alors, à nous de trouver la petite unité qui va nous permettre d'obtenir son attention.
Et des fois, pour obtenir son attention, pour créer l'attention conjointe, il faut passer par des activités conjointes, rejoindre l'enfant dans son jeu. Donc là, je reviens à une activité motivante, un jeu qu'il aime bien, on le rejoint dans son jeu, et à l'intérieur de cette activité motivante, conjointe, on arrivera à construire la relation et à obtenir cette attention conjointe. Un enfant qui aime jouer au ballon, on va le pousser un petit peu, on va lui prendre le ballon, on va jouer au ballon avec, pour qu'il nous calcule petit à petit, et que quand il a envie de son ballon, il vient nous le demander. Et on lui apprend à utiliser l'appareil pour venir nous demander le ballon, par exemple. Là, je parle d'enfants qui ont un schéma de communication qui est relativement bas. Je n'ai pas rencontré cette situation-là avec le jeune homme que j'avais dans ma classe, qui était déjà très prêt à entrer dans une dynamique de communication. Par contre, c'est vrai que j'ai mis en place des situations d'apprentissage du style, on va apprendre à dire des positions, c'est utile dans la vie de dire devant, derrière, dessus, dessous. Donc j'avais pris ces fiches qu'on utilise pour travailler, les notions dessus, devant, derrière, dessous, avec le petit lapin sur la boîte, derrière la boîte, à côté de la boîte. J'ai un petit reflet filmé de cet épisode-là. On le voit se baisser petit à petit comme ça jusqu'à s'endormir sur le pupitre. Le même mot, je l'ai travaillé en situation motivante. On avait l'habitude avec ce groupe d'élèves, parce que chaque enfant est en particulier, chaque groupe d'élèves, chaque année, chaque classe est particulière dans son fonctionnement. Cette année-là, j'avais un groupe d'élèves pour se déplacer, pour aller de notre classe jusqu'au réfectoire. C'est très grand, les buissonnets. Et à l'autre bout du bâtiment, je les mettais par ordre. Le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et je disais aujourd'hui, c'est Célestin qui va devant, Justin qui va en 2, Albert qui va en 3. Et là, j'ai vu mon jeune qui est arrivé et qui m'a dit aujourd'hui, moi, devant. Ah, donc il avait retenu où était le mot devant, que mes petits lapins travaillaient, où ils s'étaient endormis. Mais il n'en voyait pas vraiment le sens d'apprendre le mot devant dans cette situation-là. On dit qu'en étant dans la situation concrète, motivante, parce qu'effectivement, il voulait être devant la classe et marcher le premier pour aller au réfectoire, et bien il a totalement intégré le mot devant. Donc là, c'est pour réussir pour bien comprendre l'intérêt de cibler les situations motivantes, l'importance de construire la relation, d'entrer par des activités conjointes et d'obtenir cette attention conjointe. Et on a des grands débats sur... on attend d'abord qu'il y ait l'attention conjointe avant de donner un outil comme ça. Moi, j'ai envie de dire non. Voilà. Et c'est peut-être tout l'avantage de cette recherche, c'est grâce à la recherche, l'école a pu obtenir 2 appareils parce qu'on pouvait demander ce qu'on voulait. Donc comme ils sont très chers, j'en ai eu 2. Alors si j'avais demandé des iPads, j'en aurais eu beaucoup. Là j'en ai eu 2, mais avec ces 2 outils, j'aimerais justement pouvoir investiguer des situations où on me dit non, à cet enfant-là, on ne va pas lui donner un outil comme ça. Et voir si effectivement il faut des prérequis pour utiliser un outil comme ça, pour entrer dans la communication. Par bien d'entrer dans une dynamique de communication. Le schéma moteur unique est certainement l'aspect de l'approche langue qui est le plus original. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à l'enfant à visualiser les touches. D'ailleurs, si vous regardez les touches, elles ne sont pas très parlantes. Ce n'est pas des pictogrammes, ce n'est pas des dessins, c'est des symboles. Et ça a vraiment été construit sur l'idée de mettre des symboles. Donc un symbole, ça fait penser à beaucoup de choses. D'ailleurs, si j'appuie sur le symbole arc-en-ciel, ça va m'amener aux couleurs, à la météo, ça va m'amener au jus d'orange, ça peut m'amener à beaucoup de choses. Donc c'est la symbolique, c'est une démarche symbolique qui devrait amener à utiliser de façon efficiente ce genre d'appareil.
Or, la symbolique et le trouble du spectre de l'autisme, on sait que c'est pas très compatible dans un premier temps. Ça s'apprend, oui, mais c'est pas compatible au départ. Donc, c'est pas un point fort. On peut pas se baser sur cette force-là. Donc, il faut trouver une autre manière d'introduire l'utilisation de l'appareil avec ces symboles. Et c'était le travail des créateurs de l'approche, qui sont deux Américains. C'est une approche qui a été développée aux États-Unis il y a maintenant une vingtaine d'années par un orthophoniste et une ergothérapeute qui recevaient dans leur cabinet des jeunes enfants TSA et qui cherchaient un outil d'aide à la communication et qui ont utilisé cet outil-là, bien spécifique, la téléthèse, un type de téléthèse, celle-là, c'est pas celle que vous avez peut-être une fois côtoyée, où il s'agit de tourner des pages pour arriver à... On appuie sur une touche qui ouvre un écran, sur lequel on appuie à une touche qui ouvre un autre écran, et plus on met de mots, plus il y a d'écrans qui doivent s'ouvrir pour aller au mot. Donc c'est sûr que c'est bien avec une téléthèse encodée InSpeak qui à l'heure actuelle correspond à la gamme Accent des téléthèses, à l'époque où j'ai fait le premier travail à la gamme Vantage des téléthèses. C'est bien avec cet outil-là que ces deux thérapeutes ont mis en place leur approche là. Et le schéma moteur unique, consiste à apprendre un schéma moteur pour accéder à un mot. De la même manière qu'en motricité orale, on utilise toujours le même schéma moteur pour dire un mot. Pour dire un mot avec la téléthèse, il faut pouvoir faire toujours le même schéma moteur, c'est-à-dire appuyer sur la même suite de touches. 1, 2 ou 3 touches, pas plus, pour arriver à accéder au mot. Donc l'apprentissage d'un mot, c'est l'apprentissage d'un schéma moteur. Et ce schéma moteur, s'il est toujours identique, et que pour dire je veux ou je suis content, je fais toujours le même schéma moteur et je le répète. Et on sait qu'avec la répétition, le chemin, le guide, la carte neurologique qui va nous permettre de réaliser le geste moteur va s'expertiser, on va devenir expert pour réaliser le geste et le geste va être automatisé. On a tous dans notre quotidien de multiples occasions d'utiliser des automatismes moteurs. On le fait quand on conduit, d'ailleurs c'est des fois même assez dangereux parce qu'on en oublie ce qu'on fait, on laisse notre esprit partir ailleurs. On l'utilise beaucoup, on l'utilise si les secrétaires le font avec aisance, jamais elles regardent où se trouve leur touche pour taper à la machine. Et là c'est la même chose. Un enfant expert ou un jeune expert dans l'utilisation de ce type de tablette peut le faire sans regarder exactement où sont les touches. Et il peut les actionner avec des automatismes moteurs. Donc ça donne une aisance dans la communication. Si je veux garder votre attention, je suis obligée de parler quand même avec une certaine fluidité, sans trop chercher mes mots, sinon vous allez partir. Et même comme ça, certaines heures de la journée, c'est pas toujours évident de garder l'attention de tout le monde. Mais il faut une certaine fluidité, une certaine rapidité pour être efficace dans la communication. Et ce type d'outil le permet. Et c'est le grand avantage de ce type d'outil. Et effectivement, avec ça, le jeune élève que j'avais, il pouvait effectivement nous interpeller rapidement, il pouvait participer aux discussions de la classe de façon efficace et rapide. Parce que, ben voilà, en 2-3 phrases, il arrivait à dire un mot. Donc si on dit une phrase de 3 mots, ça faisait une dizaine de frappes. Et ça vient rapidement, du moment qu'il sait où ça se trouve, ça va très vite. D'ailleurs, il a très vite été beaucoup plus expert que moi. Moi qui ne l'utilise plus aujourd'hui, je devrais prendre un certain temps pour remettre en place les automatismes moteurs et retrouver tous les chemins moteurs pour parler de façon efficace. C'est pour ça que je n'utiliserai pas avec vous pour communiquer maintenant. Là, ça, c'est vraiment la spécificité de l'approche qui est très intéressante. C'est d'apprendre
et avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est d'autant plus intéressant, qu'on ne va pas mobiliser son attention sur écoute pour dire je veux, tu dois appuyer là et là. On lui montre, on le guide, on modélise. D'abord on guide, les premiers extraits filmés, je guide totalement l'enfant pour dire les choses. La deuxième fois, je guide peut-être le début, ensuite je montre ou je modélise. Et il n'y a pas d'échange oral. Donc lui peut se focaliser sur le chemin moteur et entendre toujours le mot, dit toujours de la même façon. Aline le relevait tout à l'heure dans les avantages de l'utilisation de ces outils technologiques, c'est que la voix est la même. On peut la choisir, la voix. Il y a beaucoup de voix différentes. Il y a des voix masculines, des voix féminines, des voix plus ou moins basses, plus ou moins hautes, aiguës. À vous de trouver la voix qui correspond le mieux. À l'enfant, on peut régler aussi le volume de la voix. Donc il y a tous les aspects technologiques de l'appareil qui vous permettent d'être au plus près de ce qui est agréable pour l'enfant et ce qui retient le plus son attention auditive aussi. Et il entendra toujours le même mot, dit de la même façon, quand il fera le même geste. Après, la réponse de l'entourage, forcément, au début, elle sera la même. Après, pas toujours. L'avantage d'un outil technologique, c'est justement ce signal auditif. Avec ce jeune, on avait utilisé les pictogrammes. Et très souvent, on commence avec les enfants, avec l'utilisation maintenant du texte, qui est très répandue. Donc c'est un ensemble de pictogrammes que l'enfant prend, donne à l'intervenant pour créer la relation dans la demande. Il y a les fameuses lignes, il peut mettre plusieurs mots pour créer des phrases, mais il n'y a pas de signal auditif. L'avantage des outils de technique technologique, c'est qu'il y a justement ce signal auditif. Et j'en ai fait l'expérience, je l'avais lu théoriquement, mais j'en ai vraiment fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est que le mot, une fois qu'il a été émis, c'est-à-dire pas simplement entendu dit par la machine, mais moi j'ai fait ce geste-là et j'ai dit tel mot. Je suis content. Quand j'ai dit, on va dire qu'un seul mot, là j'ai dit une phrase, content. Content, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai dit plusieurs fois, je sais où il est, je peux le dire tout seul. Une fois qu'il est prononcé dans l'environnement, il sera perçu et reconnu. Donc on a aussi un bond en avant dans la communication réceptive. Je mentionnais tout à l'heure des fois le fossé qu'il y a entre la réception, entre l'expression, la communication expressive et la communication réceptive. Eh bien ce type d'appareil, grâce au signal auditif, permet de réduire cet écart et de développer la compréhension. Le fait qu'il ait pu dire un mot, on se regardait avec les collègues, on se disait, mais pourtant ce mot-là, on l'a dit très souvent avant l'appareil, quand on le disait, c'était comme s'il ne l'entendait pas. Maintenant, quand on le dit, il l'entend. Donc, effectivement, le fait d'avoir pu le dire, de l'avoir émis, même si c'est avec un schéma moteur de motricité fine et non pas motricité orale avec les cordes vocales qui lui appartiennent, eh bien, ça lui permettait de le reconnaître auditivement. Donc là, il y a tout un phénomène neurologique dans lequel je ne vais pas rentrer parce que je l'ai expérimenté, je l'ai reconnu, mais je pense que ça mériterait d'être approfondi. Et les neurosciences sont fortement branchées aussi sur ce type de phénomène et d'études. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec toutes les possibilités qu'on a d'IRM fonctionnel, on peut aller assez loin pour comprendre ce qui se passe au niveau neurologique, au niveau cérébral, quand le langage, quand les mots sont dits. C'est quelque chose qui mérite encore d'être soumis à la recherche. Peut-être qu'il y a des recherches en cours, mais à ma connaissance, en tout cas, dans le monde anglophone, ils sont déjà beaucoup plus avancés dans ce domaine comme dans d'autres, je pense. Mais là, à ma connaissance actuellement, je ne sais pas si tu connais quelque chose. Donc il y a un phénomène que j'ai pu observer, qui existe, mais dont je ne peux pas vous donner les explications sur le plan des neurosciences.
Là, on est arrivé à quatre principes de l'approche. Donc, il y a les dispositions à l'apprentissage, l'attention conjointe, le schéma moteur unique, le signal auditif, et voilà, une fois que le mot est prononcé, il y a les conséquences naturelles. Et là, c'est notre travail en direct. C'est les signaux auditifs, les signaux une fois qu'ils sont émis, les mots une fois qu'ils sont émis, ils doivent recevoir une réponse pour que l'enfant puisse leur donner un sens. Pour qu'il puisse savoir si ça vaut la peine de le dire encore une fois et dans quel contexte le dire encore une fois. Et c'était très, très intéressant de voir que le jeune élève que j'avais, on avait l'habitude de travailler avec des pictogrammes sur toute une série de règles. Il a demandé à pouvoir dire toutes ces règles avec son appareil pour pouvoir les intégrer. C'était l'étape suivante. Donc il y a une dimension relationnelle importante dans l'échange, dans la communication, et qui est liée aussi à notre réaction à nous. Si je fais ça, après il aimait bien dire que c'était l'autre qui avait fait. Il avait un petit côté délateur qui était très sympathique, pas pour les autres. Il prenait les règles qu'il avait réussi donc il avait réussi à trouver les schémas moteurs sur son appareil et qu'il arrivait à verbaliser pour dire que l'autre n'avait pas respecté la règle. Mais la réaction de l'entourage lui permettait de comprendre, d'intégrer le sens du mot ou d'un ensemble de mots ou d'une phrase pour intégrer les règles des relations sociales. Il a eu beaucoup moins de difficultés dans ses relations avec les autres que dans les moments. Quels sont les moments les plus difficiles? Tous les moments fous, les moments intermédiaires, les moments non structurés, le couloir, le vestiaire, les déplacements, la récréation, tout d'un coup on n'est plus que nous. On ne transpose pas toute la structure de la classe dans la cour de récré, ils sont 50, 60 enfants, ça court dans tous les sens. Et c'est dans ces moments-là que les relations sociales sont les plus difficiles à gérer. Et dans ces moments-là, eh bien, avec l'apport de son appareil, il ne voulait pas le prendre au début à la récréation. Il avait besoin de se l'approprier. Mais grâce à l'utilisation de son appareil, il arrivait à intégrer les règles sans avoir besoin de les tester systématiquement. Donc ses relations avec les autres étaient aussi beaucoup plus harmonieuses. Avec les autres enfants, parce qu'il avait l'habitude de les manipuler. Et avec les intervenants qui surveillaient la récréation, parce qu'il avait l'habitude il testait les règles pour voir à quel moment on disait oui. Et tout ce travail-là pouvait être fait avant, et ça appartenait à nous d'apporter les réponses quand il disait les mots en classe, pour donner les conséquences naturelles au son qui était émis. Si on parle d'un enfant qui a un niveau de communication moins développé à la base que ce garçon-là, les conséquences naturelles, c'est la réaction à un mot. Sitôt qu'il émet un mot, on répond. Et on est des fois surpris. Moi, j'ai découvert, en regardant des vidéos, parce qu'on se filmait quand même passablement, qu'il y avait des mots qui avaient été dits que je n'avais pas du tout entendu. Et de regarder sa tête parce que je ne répondais pas. Et en fait, il se levait, il faisait quelque chose, on lui disait « mais pourquoi tu te lèves ?» En fait, il me l'avait dit avec l'appareil, mais je ne l'avais pas entendu. Donc ça demande de notre part une grande attention. Et quand on est dans un groupe classe où il y a un certain nombre d'élèves, ce n'est pas toujours facile à maintenir cette attention-là. Donc c'est quand même assez exigeant pour nous. Si on a un beaucoup plus petit groupe, ou si on travaille en individuel, avec un enfant, alors à nous d'être attentifs et puis de répondre chaque fois qu'il y a un mot. Si ce n'est pas le bon mot ou si on ne l'a pas bien compris, on lui donne une réponse. C'est pas ça, alors on va chercher autre chose et on cherche ensemble. Et l'intervenant peut lui-même utiliser l'appareil et parler avec l'appareil pour montrer que c'est un outil de communication qui peut être utile à tout le monde. Dans la classe, je ne laissais pas les autres enfants toucher son appareil. D'ailleurs, lui, il ne le laissait pas non plus. Et je disais aux autres, non, toi, quand tu parles, je ne viens pas te tirer la langue et te la sortir de la bouche, ça t'appartient, ça, c'est sa langue à lui, tu ne la touches pas. Mais ça, c'était la règle de la classe. Par contre, nous, en tant qu'intervenants, on pouvait utiliser l'appareil dans des moments individuels pour que ça puisse donner du sens
du sens à l'enfant dans l'utilisation de son appareil. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Donc, si j'ai bien compris, au début, vous touchez vous l'appareil pour lui montrer. Oui. Ça a mis combien de temps il a utilisé l'appareil, que l'appareil combien de temps? Et après combien de temps il a pu parler? Il a dit lui-même des sons. Alors, le langage oral s'est développé sur une période de 3 ou 4 ans, je dirais, pour voir. Là, c'est vraiment après 5 ans que j'ai fait le petit film que vous avez vu. Donc, au bout de 3 mois, moi, comme je faisais mon processus de certification en même temps que je mettais en place l'appareil, les vidéos, au bout de 3 mois, il utilise son appareil spontanément pour communiquer et faire des commentaires. Il commençait à varier ses vocalises. Il disait oui, non, et puis on entendait qu'il avait envie d'utiliser ses cordes vocales différemment, mais c'était encore timide. Je l'ai eu une année de plus dans la classe. Au bout d'une année, il y avait quelques mots en plus, mais surtout des sons qui étaient audibles. C'était plus... Moi, il est de langue maternelle vietnamienne aussi. C'était assez bien, des tonalités un peu particulières qui étaient dans ses vocalises. Il y avait quelques mots qui sortaient. Et au bout de ce temps-là, donc une année et 3 mois, vacances d'été, il change de classe. Et ça, c'est assez magique de changer de classe. Ça oblige de mobiliser d'autres compétences. Ou ces compétences qu'on laissait au repos. De sortir de la zone de confort. Et là, en plus, avec des enseignants qui ne connaissaient pas du tout l'outil, puis qui me disaient, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, on ne sait pas l'utiliser. Je disais, c'est à lui. Il sait l'utiliser, lui. C'est son outil, il va l'utiliser. C'est pas faire des exercices avec, il va communiquer avec. Mais il a dû aller puiser. Et quelques mois après, il vient vers moi et il me dit, Fabienne, elle s'appelle comment la stagiaire PM2 cette année? Il répète, hein? Il avait, donc je pense en l'espace de 6 mois, construit le langage oral parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il devait beaucoup plus communiquer, se faire comprendre, faire des efforts pour se faire comprendre. Et il s'est rendu compte qu'avec l'oralité naturelle, c'était quand même plus rapide et encore plus efficace qu'avec Saint-Gilles. Donc il l'a gentiment laissé de côté. Après, son souci, c'était le conflit un peu avec les enseignants qui disaient « Ah, tu vas utiliser ton appareil, il va faire des jolies phrases, il faut construire. » Parce qu'après, il arrivait à faire des jolies phrases. Parce qu'on leur apprenait le verbe, sujet, complément, les temps, le présent, le passé, tout. Ça n'intéressait pas du tout, forcément. Donc, quand je lui ai demandé de prêter son appareil, oui, tiens, après, en même temps. Je lui ai demandé son appareil au bout de 4 ans. Je me suis dit, de toute façon, là, moi je vois un petit garçon qui en aurait tellement besoin, et puis qui en a. Je pense que le sien qui est au fond d'une housse dans son pupitre, il serait utile. Alors je vais expliquer, tu vois, ce serait bien s'il pouvait apprendre à communiquer avec ton appareil. Est-ce que tu es d'accord? Il restait en classe l'appareil ou il allait aussi à la maison? Alors non, il le prenait à la maison. Mais ouais, ça c'est une question intéressante. Voilà, on se dit toujours que l'outil de communication doit être utilisé partout. Si vous regardez les normes de l'AI, parce qu'après je reviendrai à ce sujet-là, c'est qu'il faut que tous les intervenants soient mobilisés, que les parents, que ça s'utilise à la maison. Et qu'est-ce que vous faites avec un enfant allophone? À la maison, on parle le serbo-croate, le turc, ou quand même le portugais, une majorité de nos élèves. Ah non, lui, il n'a pas le droit. Dommage. Avec nous, il va parler en français. Avec nous, il va utiliser. Et on peut l'amener à lui donner du sens à la communication en utilisant le langage oral, ce qui est bien l'objectif de la démarche. À l'école, il aura le sens il donnera du sens à la communication par le langage oral, qui pourra généraliser à la maison, peut-être dans sa langue maternelle, ou peut-être pas.
Les parents sont toujours partants, même s'ils ne sont pas de maternelle française. Mais ils sont de toute façon, au départ, ils doivent être intégrés dans le processus de choix de l'appareil. Ils doivent connaître ce que c'est, on leur propose des formations. Mais après, si à la maison, ils ne l'utilisent pas, moi, ça ne me dérange pas. Si il apprend à communiquer avec. Et c'est... À la maison, il y a tellement d'outils différents qui sont à disposition. S'il y a des gros problèmes de comportement, ok, on peut dire, essayez d'utiliser aussi à la maison, peut-être ça vous aidera à résoudre des problèmes de comportement. C'est quand même souvent sur la base de problèmes de comportement qu'on propose un outil de communication alternative. Les outils CAA sont mis en place quand un enfant crie, se roule par terre, jette des objets contre les murs, parce qu'il est en train de vous parler à sa façon, mais c'est une façon qui socialement est un peu difficile à vivre pour tout le monde. Donc là, on met en place un outil CAA. Mais si cet outil CAA doit être utilisé qu'en classe, parce qu'à la maison, il y a autre chose, d'autres possibilités. Là, le papa me disait, oh, à la maison, il utilise ce qu'il trouve. Donc ça peut être l'iPad. Il va taper les mots sur l'iPad, parce qu'il avait très vite appris à écrire. Il prenait tous les mots qu'il voyait dans le couloir, il les entrait dans son appareil, et puis après il allait les chercher, il les entendait. Il a appris à prendre ça. Donc à la maison, il utilisait d'autres outils. J'ai essayé plusieurs fois de retourner à la maison et dire comment vous l'utilisez, est-ce que c'est utile pour vous. C'était le papa qui faisait l'office de relation parce qu'il maîtrisait mieux la langue française. Il me disait, à la maison, il communique autrement, mais il n'y avait pas de problème de comportement. Je dis, un enfant qui a des problèmes de comportement, je pousserais aussi à la maison à l'utilisation de l'appareil. Et là, on en revient à la particularité de chaque enfant. Chaque enfant est particulier, puis pour chacun, il faut chercher une solution adaptée. Oui. Je voulais savoir, par rapport à l'approche PEX, au départ, c'est un peu la même chose, à part le moyen final. Alors, si vous voulez, les principes d'entrée en relation, de l'attention conjointe, des situations motivantes, de connaître son profil, oui. La grande différence, c'est qu'il y a justement ce signal auditif. Alors maintenant, on dira, oui, mais PEX, ça existe en application. Vous l'avez en application, vous pouvez la télécharger et vous pouvez parler avec... vous pouvez avoir ce signal auditif en utilisant une application PEX au lieu des pictons. Mais c'est pas la même chose. Moi, je veux dire, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'outil qui m'a le plus convaincu. J'en ai côtoyé d'autres. En même temps que cet élève-là, j'avais un autre parallèlement qui utilisait GoToKnow, l'application sur tablette. Et celui qui utilisait la tablette, il venait toujours sur la téléthèse essayer, parce qu'il voyait bien que c'était tellement plus confortable l'utilisation de la téléthèse que la tablette à côté, elle ne faisait pas le poids. Alors il y a d'énormes progrès dans les applications à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'elles sont plus rapides, elles ont des fonctionnalités qui permettent aussi d'être plus efficaces dans la communication. Par contre, l'avantage ici, ça reste le schéma moteur unique. Ce schéma moteur unique qui fait que ce que je fais avec ma main va être à l'identique de ce que je fais avec ma bouche pour dire un mot. Un seul geste moteur de motricité orale, un seul geste moteur de motricité fine pour un mot. Et ça, vous ne l'avez pas sur les applications, sur le PEX, sur les applications. Vous ne l'avez pas parce que sur une application, justement, c'est par catégorie. Donc, à un endroit de l'écran, c'est des écrans dynamiques, ça change sans arrêt. Celui-là, il ne change pas. Vous avez toujours le même écran sous les yeux, avec les 24 touches et les mêmes icônes sur les 24 touches. Vous appuyez sur une combinaison de touches, et ça vous donnera un mot. Mais c'est toujours la même chose que vous aurez sous les yeux. Ça n'a jamais bougé et vous ferez toujours le même geste. Et ça, il n'y a qu'à l'heure actuelle, je cherche, hein, parce que ça c'est trop cher. Ouais, ça vaut combien ça? Pour dire, ça vaut combien? En fonction de la grandeur de l'écran, ça va entre 5 et 7 000 francs. Donc il n'y a pas photo. Hein. Une application, même si vous prenez la plus évoluée, qui doit être la plus chère à l'heure actuelle, c'est Prologo Go, qui est une excellente application aussi, mais qui malheureusement
ne permet pas encore ce schéma moteur unique et qui est plus compliqué. On peut encore regarder une juste avant de venir, un enfant de la classe à côté. Elle a l'avantage d'être bon payée au marché. Je pense qu'elle va être aux alentours des 300 350 francs. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur en termes financiers. Et là, on a toute la difficulté que pour obtenir ces outils-là, il faut faire une demande à l'AI. Et la demande à l'AI, elle prend du temps. Oui. Ah d'accord, je croyais que j'avais... Oui, tu avais trouvé ça, Kélis? Ok. Oui, c'est vrai, c'est un... Ok. Oui, ouais, c'est tout bon. Donc, voilà, j'en arrive effectivement de toute façon au dernier slide. C'est qu'actuellement, grâce à cette participation à la recherche, l'école est équipée de 2 appareils. Et ces appareils, eh bien, au départ, je pensais les utiliser pour investiguer dans des situations où on n'aurait pas donné l'appareil à l'enfant. Et il y a 2 situations, je ciblerai. Un jeune enfant, son tout premier outil d'aide à la communication, on ne va pas lui donner ça. On va essayer d'autres choses d'abord. Mais je me suis dit, j'essaye avec un autre. Mais je ne suis pas encore arrivée sur le bon... sur la bonne cible, parce que celui à qui on a donné, il a tout de suite développé le langage derrière, donc on a arrêté. Donc c'était pas le bon sujet. Mince alors, voilà, mais il y a d'autres occasions qui vont se présenter. L'autre situation, c'est des enfants pour lesquels on hésite encore, ou c'est trop tôt, il faudrait d'abord qu'ils utilisent bien le PEX avant qu'on demande ce genre d'appareil. Tiens, là il y en a des collègues qui savent. Et ils sont les deux, avec les 2 appareils sont avec des enfants qui sont en train de prouver que, mon Dieu, que c'est bien cet appareil-là. Donc quand l'experte de la FSCMA va venir faire le bilan pour savoir si vraiment ça est utile, c'est déjà gagné d'avance parce qu'elle peut voir qu'il utilise déjà. Donc c'est plus facile. FSCMA, c'est ceux qui gèrent les moyens auxiliaires et qui sont mandatés par l'AI pour venir voir sur le terrain si l'outil est adéquat, et si c'est vraiment ça qu'il faut pour l'enfant. Et après, il y a un montage normalement qui est venu à l'AFS, une communication, je remplaçais avec Active Communication pour pendant un moment, pour mettre en place pour acheter l'outil. Mais voilà, ces deux outils, à l'heure actuelle, ils sont avec 2 jeunes qui font des progrès. Alors c'est tout autre chose. Je ne suis pas du tout sûre qu'ils arriveront au langage oral, mais ça leur permet de communiquer quand même de façon beaucoup plus adéquate et puis de faire comprendre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Ils demandent des choses. Un, déjà, ils crient beaucoup moins, c'est très agréable pour son environnement. Et l'autre, il demande des choses qu'on n'a jamais pensé qu'il allait demander. On lui proposait un goûter, et puis lui, il a dit qu'il voulait aller au salon, et puis qu'il voulait une ficelle. On lui demandait ce qu'il voulait choisir entre le biscuit et puis la pomme. Il a répondu ficelle. Un collègue lui a dit, mais attends, ouais, je te donne la ficelle, tiens. Il joue toujours avec une ficelle. Et il a pris sa ficelle, il a joué avec, puis il s'est levé. Ma collègue lui dit, tu vas où? Il a dit, au salon. Puis elle lui dit, bon, on va au salon. Et après, elle le rappelle, puis il dit, mais, et le goûter? Non, pas. Voilà. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pu dire avant. Et il se serait trouvé à crier parce qu'on lui disait, elle reste à table pour le goûter, ou qu'on lui disait, maintenant, c'est le goûter, tu restes avec nous. C'est un autre mode d'utilisation du langage oral. Je ne sais pas si un jour ça débouchera sur un langage oral comme celui que vous avez vu sur le petit film. Mais ce qui est sûr, c'est que ça facilite les relations. Et ça facilite sa vie sociale. Oui. J'aimerais savoir si cet outil est utilisé avec des adultes. Il peut être utilisé avec des adultes. Alors, moi je vous dis qu'avant mon expérience, cet outil existait, que cet outil avait été choisi comme étant adéquat pour des personnes avec TSA ou autres, parce que c'est vrai qu'au départ on imaginait plutôt ce type d'outil pour des enfants IMC, comme substitut de parole, et non pas comme outil d'aide à la communication, pour pouvoir parler à leur place.
et que l'approche pour laquelle je me suis formée et qui permet d'adapter l'utilisation de cet outil avec les particularités du spectre de l'autisme, eh bien moi je la connais depuis 5 ans. Donc je pense qu'avant, l'outil a été utilisé avec des personnes qui peuvent être maintenant adultes. Est-ce que l'outil est toujours en fonction ou est-ce qu'il est au fond d'une armoire? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est aussi un peu ce qui se passe. Il y a le passage à l'âge adulte, il y a toutes les transitions entre les différentes structures qui doivent encore être gérées et qui demandent à être huilées pour que les outils de communication, pour que les informations passent, que les outils de communication passent. Alors, idéalement, il faut amener le jeune à utiliser ça, c'est son outil de communication, il l'a avec lui, il ne le lâche plus, puis quand il veut parler, il l'utilise. Donc c'est comme la langue, hein, c'est pas l'intervenant qui va l'avoir, c'est le jeune. Et avec ça, on a peut-être une chance qu'à l'âge adulte, il l'a toujours avec lui. Là, le jeune qui a demandé pour aller au salon avec sa ficelle, il ne le lâche plus, son appareil, hein, il l'oublie fort. Oui? Est-ce que vous pourriez imaginer prendre un iPad avec un Protalk et dessus, vous reproduiriez les mêmes schémas que sur le Meetspeak de votre Telephone Accent. Dans le sens où on aurait effectivement toujours le même canevas avec peut-être 36 pictos, parce qu'il y a une phase de vision, de basse vision, puis après vous avez toujours le même schéma, donc vous avez exactement ce que vous disiez, à savoir, comme la parole, vous auriez les mêmes gestes qui s'enchaînent sur un nombre X de valises, pas plus, toujours les mêmes, etc. Alors je pense que pour le coup, Touro est allé dans cette direction-là. Oui, c'est un gros pas dans cette direction-là. Si on prend le schéma moteur unique, malheureusement, c'est pas totalement vrai, ce n'est pas possible avec Proloco Touro. Par contre, ce qui peut-être nous rassurer, c'est que l'application Meetspeak, c'est un encodage bien spécifique qui a été mis en place par un linguiste américain il y a 25 à 30 ans, qui est un travail un travail extraordinaire. C'est vraiment un travail extraordinaire, complexe, de linguiste, pour mettre en place cet encodage-là. Et cet encodage Meetspeak, actuellement, en anglais, existe sous forme d'application. C'est Words for Land for Words. Exact. Exactement. En espagnol. Voilà. Et pas encore en français. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit prochainement en français. Pour la Portugal, c'est la même chose, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Alors, moi, je ne le connaissais pas avant que ce soit sous forme d'application. Mais effectivement, l'espoir, il est là. Que ça vienne, parce que ce sera peut-être 300 francs. Ce sera peut-être pas une application gratuite ou à 5 francs ou à 10 francs, ça c'est clair. Mais même si c'est 300 francs, ce sera beaucoup plus accessible. À l'heure actuelle, le problème est vraiment dans l'accessibilité financière, économique. Et il y aurait tout un travail à faire en amont avec tous ces appareils qui sont peut-être au fond des armoires, à récupérer, à remettre en service, à voir avec la FSCF. J'ai une autre question annexe. Vous pouvez changer les pages vous-même. Vous avez une action sur ces pages. Tout à fait. C'est un outil qui a l'encodage Meetspeak pour ce qui est de la discussion directe avec les mots de base de la communication et ce qu'on appelle des lignes d'activité. Et ces lignes d'activité, vous pouvez les remplir avec tous les mots que vous voulez. Là, il y a une ligne avec tous les prénoms de la classe, par exemple. On peut mettre une ligne avec ce qu'on mange dans nos menus qui ne ressemble pas forcément au menu anglais du départ. Voilà, il y a ces lignes d'activité qu'on peut personnaliser. Et on peut aussi faire des pages cahiers. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Mais moi, l'apprentissage de la communication, je l'ai utilisé avec la partie Meetspeak. C'est vraiment cette partie-là que je trouve intéressante et avec laquelle on peut utiliser l'approche avec le schéma moteur. Oui. Tout au début de la mise en place de l'appareil, comment vous avez associé l'enfant au choix des symboles et du chemin pour arriver ici? Guidance totale au départ, allégé au fur et à mesure, et modélisation si vraiment il se rappelait plus d'un mot. Mais il a très vite appris. Le choix des symboles, par exemple le soleil qui veut dire jaune, on n'en parle pas. C'est juste l'emplacement. Tu appuies là. Et mais je ne dis pas, je montre.
D'accord. Donc en fait, vous décidez que le soleil, ça devient jaune. C'est déjà ça. Il faut vous dire que c'est un appareil qui est très économique en termes de préparation pour les intervenants. Vous n'avez pas besoin de le nourrir. Vous allez rajouter justement les prénoms des proches, ce qu'il aime manger, les activités peut-être qu'il aime faire spécifiques. Mais sinon, avec ce qu'il y a dedans, vous pouvez communiquer. Vous n'avez rien besoin de rajouter. Vous pouvez commencer, moi j'ai commencé le premier jour, et vous parliez d'un écran avec moins de touches. Si vous mettez moins de touches, et qu'après vous voulez en rajouter, vous devez changer le schéma moteur et réapprendre la langue. C'est comme si vous réappreniez une nouvelle langue. Donc non, vous mettez les 84 touches dès le départ. Par contre, vous pouvez en griser. Vous pouvez masquer les touches et rester à part contre celles qui vous sont utiles dans une activité. Et ça, c'est parce que le geste. Ouais. Et puis, Oui. pour faire une phrase après, Oui. le je veux un morceau de chocolat. Oui, D'accord. exactement. Je veux ces deux touches. Un, c'est une touche. Morceau, ce sera peut-être deux. Puis chocolat, deux ou trois. C'est maximum. Et on passait, j'aimais manger. Oui, après, on peut conjuguer, hein, passé, présent, futur, conditionnel. C'est comment on dit ça pour un mot? Alors, c'est la combinaison. Oui, mais je vous invite à venir essayer après si vous avez envie. C'est pas facile à conceptualiser. Il faut surtout sortir de l'idée des pictogrammes sur lesquels on va appuyer pour C'est bon. Est-ce que vous avez encore une question? Oui. En fait, je voulais savoir quand l'enfant commence à verbaliser d'après les phrases qui sont dites par l'appareil, est-ce qu'il imite la voix ou il prend sa propre tonalité? Il a sa propre tonalité. Oui. D'ailleurs, vous avez entendu, elle est un peu particulière. Ouais, c'était un peu oui, synthétique. Oui, voilà. Mais ça, c'est une tonalité qu'on retrouve, je sais pas, le premier. Oui. Mais il n'imite pas l'appareil. Non. Pas forcément. Après, lui pas. Je ne dis pas qu'aucun va imiter. Parce qu'on sait que l'écolalie est souvent utilisée aussi. Voilà. Ça peut être, s'il veut le faire en écolalie, il peut leur dire exactement de la même façon. J'ai un petit élève, je sais ce que lui a dit, quel éducateur lui a dit quoi le matin pour venir en classe, hein, parce qu'il met parfaitement la voix. Maintenant tu arrêtes de faire ça. Donc ça, disons, cette aptitude-là aussi, mais pas forcément avec lié à l'utilisation de cet appareil, à cet apprentissage du langage oral. C'est une autre partie. Voilà, moi je suis arrivée au terme de ma présentation. J'ai avec moi des outils, si vous voulez venir les regarder après, c'est très volontiers, je suis à votre disposition. Et je cède la place à Edwige encore une fois.